Les premiers colons, là, puis les premiers missionnaires qui sont arrivés dans les Bois-Francs, il y avait à quoi de dur. Hey, il y en a arraché. Il y en a même un qui est mort dans les savanes. On peut dire que l'aide du bon Dieu a mené au compte-gouttes. Les colons, là, ils voyaient même pas le prêtre une fois par mois. Pour des croyants comme eux autres, là, moi, je trouve ça épouvantable, Artémise. En plus, là, le bon Dieu avait même pas de maison dans les Bois-Francs. Pas d'église, pas de chapelle, argent. Ah, mais ils ont quand même fini par en avoir, des églises. Pour dire que celles qu'on a dans le bout, sont pas mal belles. Ça n'a pas pu commencer comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, les premières églises, là, c'est sûr que c'était des petites cabanes en bois avec pas grand-chose dedans. Mais avant d'avoir une église, là, pour faire leur prière et leur dévotion, comment ils faisaient, donc? Les premières chapelles des Bois-Francs ont absolument rien à voir avec les belles églises en pierre qu'on trouve aujourd'hui dans la plupart de nos vieilles paroisses. En fait, tout commence en 1825 avec l'arrivée de Charles Léon dans le canton de Blandford, ce qui va finir par donner le village de Saint-Louis-de-Blandford. À partir de là, on va assister à un mouvement qui va aller toujours s'accélérant. Charles Léon arrive en 1825. En 1840, on retrouve déjà 1100 habitants dans les Bois-Francs. Et en 1850, 10 ans plus tard, 6100 habitants, soit une augmentation de 500%. Au début, les colons se contentent de construire des cabanes rudimentaires pour se protéger des intempéries. Mais pour les besoins du culte, on n'a rien. De toute façon, il n'y a même pas de prêtre résident. Au mieux, il y a un missionnaire qui est nommé par l'archevêque de Québec qui va faire 3 ou 4 passages par année. Il va venir dans la maison d'un colon pour chanter une messe, pour donner le baptême à un nouveau-né ou pour bénir la sépulture d'un défunt qu'on a enterré là tout près. Faute de chapelle, on se contente de planter des croix qui vont devenir en fait des lieux de rassemblement, de regroupement. On se retrouve autour de ces croix pour dire quelques prières, pour réciter le chapelet, ou même peut-être des chants religieux. Charles-Édouard Mayotte, dans son ouvrage sur les Bois-Francs, évoque ces fameuses croix. Le dimanche surtout était pour eux un jour d'ennui profond. Un grand nombre d'entre eux se réunissaient ce jour-là au pied d'une croix. C'était là qu'ils venaient déposer leurs peines et chercher une consolation à leurs souffrances. Alors, la croix était d'abord un symbole de leur foi comme tel, mais d'un côté, la croix était un lieu de rassemblement avant qu'il y ait des chapelles. Autour de la croix, les gens avaient un petit peu l'habitude de se rassembler pour prier. Mais faut être bien conscient qu'avant de prier, là, ils voulaient quand même se dire bonjour, puis se demander comment que ça allait. Et cette vie sociale-là se faisait autour de rassemblement, autour de la croix comme telle. C'est bien sûr qu'après ça, probablement qu'on faisait quelques prières. Et il faut dire que dans cette période-là, c'est surtout les mères qui avaient des petites prières qu'ils savaient par cœur et qu'ils récitaient ensemble. Et certainement qu'ils le faisaient à la maison, mais ils le faisaient certainement autour de la croix, qui était leur lieu de rassemblement. C'est-à-dire rassemblement pour placoter, rassemblement aussi pour entrer un petit peu en lien avec leur Dieu qu'ils aimaient bien, dont ils se sentaient vraiment accompagnés et aimés. Alors, c'est un petit peu ça, le symbole, la signification de la croix parmi leur milieu de vie, leur milieu de travail, parmi leur terre, en fin de compte, leur maison, près de leur maison, un lieu de rassemblement. Mais au fil du temps et de l'augmentation de la population, les gens songent de plus en plus à se doter d'un vrai lieu de culte, une chapelle. Mais si tout le monde s'entend pour avoir une chapelle, on s'entend pas sur le lieu où on va la construire.
Chacun veut l'avoir le plus près possible de son habitation, ce qui va devenir en fait un véritable sujet de discorde. Mais ce que les gens savent, c'est que seul l'archevêque de Québec, lui et personne d'autre, peut autoriser la construction d'une chapelle, en déterminer le lieu et les dimensions. Il va donc falloir faire preuve de patience et surtout de soumission. Ça devait donc d'être beau, des voix toutes rassemblées autour d'une croix. Une croix, c'est beau, là, mais ces colons-là avaient connu pas mal mieux. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ils venaient du bord du fleuve, ils étaient habitués d'avoir des belles églises. Ouais, c'est vrai qu'ils devaient trouver ça pas mal broche à foin. Mais inquiète pas, ils vont finir par en construire des chapelles. Mais avec des décorations, là, avec des statues, un hôtel, des cierges, un chemin de croix, là, une vraie maison du bon Dieu, là. Calme-toi, ma vieille. Pour ça, ça prend la permission d'un homme d'église bien important. De qui, ça? Monseigneur l'évêque! Charles-Léon arrive dans le comté de Blandford en 1825. Plusieurs colons vont rapidement venir le rejoindre. Et ce qu'on sait, c'est que dès 1827, ils avaient planté une croix le long de la rivière Bécancour. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a un prêtre missionnaire qui est venu au mois de février 1828 et un an plus tard, au mois de février 1829, pour chanter une messe dans la maison de Charles-Léon. Mais voilà qu'en 1833, le village compte déjà 200 habitants. Et c'est cette année-là que 34 citoyens vont déposer une requête en bonne et due forme auprès de l'archevêque de Québec, Monseigneur Joseph Signé, dans le but d'obtenir l'autorisation de construire une chapelle. Les choses vont pas traîner. La requête est déposée le 6 mars et dès le mois d'avril, Monseigneur Signé accorde l'autorisation. C'est Charles-Léon lui-même qui va obtenir le contrat de construction pour un montant de 240 piastres. C'est lui qui va dresser les plans. La chapelle aura 60 pieds de longueur par 35 pieds de largeur. Elle sera accompagnée d'un presbytère et d'un cimetière, le tout à être construit sur un terrain fourni par un citoyen de la place, Louis Massu. Les gens vont rapidement se mettre à l'ouvrage. On va aller bûcher le bois, puis on va le transporter sur les lieux qui ont été déterminés pour la construction. Les travaux de construction eux-mêmes vont débuter au mois de novembre 1834 pour se terminer en juillet 1835. Et c'est là qu'on peut dire qu'enfin, les Boisfrancs ont leur toute première chapelle. Charles-Édouard Mayotte nous en parle. Ce n'était certes pas une basilique, mais tout de même elle était assez proportionnée et fut construite si solidement qu'elle a résisté aux intempéries des saisons près de 78 ans. Voilà donc que la chapelle est là, debout. Mais en fait, on manque de tout. On n'avait pas un seul ornement, pas un seul vase sacré, pas un seul tableau, pas de chemin de croix, pas de cloche. On manquait de tout. On va donc désigner une délégation qui va aller à Québec solliciter des gens généreux qui vont fournir pour les nécessités du culte. Cette délégation-là va être composée de Charles-Léon, de Pierre Bruno et de Louis Massu. Le voyage va être très, très profitable. On va revenir avec 100 piastres en argent, une toile du peintre Légaré, des vases, des ornements, une croix en fer à être installée sur le toit de l'église et surtout une cloche, la toute première, qui va retentir dans les Boisfrancs. Quant à l'autel, c'est la fabrique de Gentilly qui va en faire don. C'est en décembre 1835 que va être célébrée la toute première messe dans la nouvelle chapelle de Saint-Louis-Blandford. À partir de 1835, et jusqu'en 1848, ce seront des missionnaires de passage qui viendront de temps en temps dire la messe. À partir de 1848, le curé de Stanford, donc de Princeville, aura la charge de venir chanter la messe une fois par mois dans l'église de Saint-Louis. Et ce sont les citoyens de Saint-Louis qui, à tour de rôle, auront la charge d'aller chercher le curé à Stanford et de le ramener chez lui après la messe.
Saint-Louis n'aura son premier prêtre résident qu'en 1862. Cette première chapelle-là va rendre de bons et loyaux services à la paroisse de Saint-Louis pendant 78 ans, soit de 1835 jusqu'en 1913, année où elle va être détruite par un incendie. C'est bien beau une chapelle à Saint-Louis-de-Blenford, mais c'est pas assez pour tous les Bois-Francs. Comme qu'on dit, ça ferait trop de monde à la messe. Les colons de Stanford puis Somerset, ils iront pas à la messe à Saint-Louis-de-Blenford. En plus, il n'y a même pas de chemin pour se rendre. C'est certain qu'ils vont vouloir une chapelle pour eux autres. Ouais! Puis c'est qui va décider de ça encore? Monseigneur l'évêque! Quand il est question de Princeville et de Plessisville, ou si vous préférez de Stanford et de Somerset, il est sûr qu'il y a eu une vive compétition entre les deux places, à savoir laquelle la première obtiendrait le privilège de se construire une chapelle. Tout jouait en faveur de Stanford puisque c'était un endroit où on s'était établi 3 ans avant les gens de Somerset. Il semble que les gens de Stanford aient même reçu quelque assurance en ce sens. Mais dans la réalité, les choses vont se passer complètement autrement. C'est l'abbé Clovis Gagnon, qui est le missionnaire installé à Somerset, qui va faire pression pour que Somerset ait le privilège d'obtenir de se construire une chapelle en premier, ce qui d'ailleurs va lui valoir de porter fièrement le titre de métropole des Bois-Francs, qui va lui être décerné par l'archevêque de Québec. C'est le 9 mai 1841 que va être célébrée la première messe dans la nouvelle chapelle de Somerset. Et on va faire les choses en grande pompe. Pour l'occasion, on va élire 3 marguilliers, on va nommer un chantre et un bedeau. Mais la grande affaire va venir en janvier 1844, quand on va enfin inaugurer la toute première cloche, qu'on va baptiser Marguerite. Et son inauguration va donner lieu à une grande fête dans la paroisse. Mais il y a un événement grandiose qui va venir mettre fin à l'histoire de cette chapelle. Ça se passe en 1852. L'archevêque de Québec, Monseigneur Pierre-Flavien Turgeon, va venir en personne à Somerset donner la confirmation à 463 personnes du canton. Ça se passe en plein cœur de l'été, 23, 24 et 25 juillet. La chapelle est bondée. Il fait une chaleur d'enfer. Dans son discours d'entrée, Monseigneur, voyant la chapelle littéralement bondée par les colons de Somerset et de Stanford, suant à grosses gouttes et étouffant de chaleur, leur dit qu'ils étaient comme dans un four, qu'il était temps de penser à agrandir ou à bâtir en neuf. 4 ans plus tard, en 1856, la vieille chapelle était remplacée par une très belle église en pierre. À Stanford, les choses vont se passer de façon tout à fait particulière. En fait, tout le monde s'entend pour avoir une chapelle. Mais où? Il y a ceux qui la veulent dans le 9e rang, sur la terre de Gilbert Poudrier, sur la terre de Pierre Prince ou sur la terre de Paul Chardonnay. Et on ne parle pas de ceux qui la veulent dans le 10e rang, sur la terre de Joseph Giroir. C'est l'abbé Louis Roux, de Saint-Antoine de Tilly, qui va être chargé de trancher le litige. Il va se présenter à Stanford, entendre les arguments des uns et des autres, et finalement statuer que l'Église sera bel et bien construite dans le 9e rang, sur la terre de Pierre Prince. Et pour bien marquer la décision, une croix sera plantée à l'endroit désigné. Mais voilà qu'une nuit sans lune, la croix va mystérieusement disparaître pour se retrouver sur la terre de Paul Chardonnay. Personne ne se croit autorisé à crier au miracle, et pas un des colons du temps ne s'avisa non plus de croire un seul instant à l'intervention des anges. Il est clair qu'il y a des gens qui ont essayé d'infléchir les décisions des autorités religieuses. Mais ces décisions-là vont être maintenues et la chapelle va être bel et bien construite sur la terre de Pierre-Prince, dans le 9e rang, à l'endroit où on retrouve l'église actuelle de Princeville. La première messe va être célébrée
en 1845. Mais les gens sont pas au bout de leur peine, parce qu'en 1847, une terrible tempête de neige du mois d'avril, accompagnée de vents violents, va jeter carrément la chapelle au sol. Et là, il y a des gens qui parlent d'abolir la mission de Stanford et de forcer les gens de la place à aller faire leur dévotion à Somerset. Il va falloir que les gens de Stanford tiennent leur bout pour que leur mission soit maintenue. Mais ils vont avoir gain de cause. Bon, enfin une chapelle à Saint-Louis. Une autre à Somerset. Puis une autre à Stanford. Ben, c'est déjà ça, il y en avait pas pantoute. Il était temps. Mais tu remarques pas qu'il en manque une quelque part? T'as raison, mon Artémise. Dans le canton d'Arthabasca, ils en ont pas. Pourtant, elles sont pas moins catholiques qu'ailleurs. Et où la première chapelle? Le sais-tu, toi? Au début de la colonisation du canton d'Arthabasca, on trouve 3 îlots de peuplement. Le premier est situé là où est aujourd'hui le réservoir Baudet, le long de la rivière Bulstrode, dont on était persuadé à l'époque qu'il s'agissait du bras nord de la rivière Nicolet. Le deuxième îlot de peuplement va se retrouver plus au sud, le long de la rivière Nicolet, là où est aujourd'hui le secteur Académie, jusqu'à la rue Cartier. Ces 2 îlots de peuplement étaient alors connus sous les appellations bras nord et bras sud. Un 3e îlot de peuplement va apparaître là où on retrouve aujourd'hui la rue Notre-Dame-Est, à partir du boulevard Boisfranc jusqu'au Ramneau. Et cet îlot de peuplement-là va porter tout simplement l'appellation « entre les 2 bras ». Au début de la colonisation, les rassemblements religieux se font principalement dans le bras nord, chez un dénommé Valère Lavigne, qui semble avoir été un leader et dont la maison semble avoir été un lieu de rassemblement assez important, puisque c'est là que les premiers missionnaires de passage vont venir dire la messe. On trouvait même à proximité un cimetière, là où vont être enterrés les tout premiers défunts du canton d'Arthabasca. On trouve aujourd'hui sur la rue Garand une croix qui commémore l'importance du lieu. Lentement mais sûrement, l'îlot de peuplement qui prend le pas sur les 2 autres, c'est la zone entre les 2 bras. C'est là d'ailleurs qu'on va finir par planter une croix qui va subsister pendant plus de 22 ans, de 1841 jusqu'à 1863. Mais dès 1843, le canton d'Arthabasca compte déjà plus de 400 habitants. Manifestement, la maison de Valère Lavigne dans le bras nord ne suffit plus pour les besoins du culte, ça prend une chapelle. Et c'est là que le missionnaire Clovis Gagnon va intervenir pour que soit construite une chapelle. Et parce que c'est plus commode pour tout le monde, on va convenir de la construire dans la zone entre les 2 bras, donc le long de l'actuelle rue Notre-Dame, sur un terrain qui est situé tout juste en face du cégep actuel. Donc, chapelle sera construite à côté de laquelle on va retrouver un cimetière. C'est ainsi que le 26 septembre 1843, jour de la Saint-Michel, va être célébrée par l'abbé Clovis Gagnon la toute première messe dans cette nouvelle chapelle du canton d'Arthabasca. Charles-Édouard Mayotte en fait mention. La joie rayonnait sur tous les fronts. Et pour la première fois dans Saint-Christophe, le Dieu du ciel descendit dans sa demeure. Cette chapelle-là, ça faisait le premier colon, on l'a entendu pendant 10 ans. Après 10 ans, avec le bâtisse, cette première chapelle, c'était une chapelle pas tellement grande. Et déjà, autour de la chapelle, il y avait des gens qui étaient rassemblés. Et c'était quasiment comme un petit village. Et c'est là que on a vraiment décidé de bâtir la première chapelle. Et c'est dans cette première chapelle-là que le missionnaire Clovis Gagnon venait célébrer, qui était dans cette période-là à Saint-Norbert, venait célébrer la messe à peu près une fois par mois. Les gens de la zone entre les 2 bras exultent. Ils sont ravis d'avoir chez eux cette chapelle. Mais leur joie va être de courte durée, parce qu'en 1849, la population a encore augmenté et il est clair que la petite chapelle du rang entre les 2 bras ne suffit plus pour les besoins du culte. Il faut penser à agrandir ou peut-être à construire ailleurs. Et la décision qui va être prise
va être à l'origine de la pire querelle de clochers de toute l'histoire du canton d'Arthabasca. On va avoir l'occasion de s'en reparler. Fait que le bon Dieu est venu par avoir une chapelle des Bois-Francs. Hey, pas juste une à part ça. Tout le monde est content parce que tout le monde a eu sa chapelle. Ça a amené des chicanes de clochers certains. On regarde l'autre qui fait de l'esprit à cette heure. Les colons ont fini par avoir une chapelle pour aller prier, mais il me semble qu'il manque de quoi. Quoi, donc? Ben, c'est réglé pour la prière, mais y avait-tu une place pour aller mourir? De quoi tu parles? Ben, des cimetières, cette affaire! Ça, va falloir qu'on s'en reparle. Oh. On est dans un monde d'images, de paraître, alors que c'est le contenu qui compte. Puis le contenu, ben, il est produit par qui? Il est produit par vous. Puis moi, le contenu que je veux, c'est le contenu de gens qui s'intéressent aux mêmes enjeux que moi, qui sont du même secteur que moi, du monde qui vivent dans mon milieu, dans ma communauté, proche de chez nous. Bien ça, c'est tout ce que tu retrouves dans les télés communautaires autonomes. C'est pour ça qu'il faut que tu regardes ces télés-là. De toute façon, je sais que tu le regardes en ce moment, et puis je te donne du bon contenu. Hein? Donc, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Je suis fier de toi. C'est fini le temps où on s'abreuvait d'un journal qui a été écrit avant hier dans une grosse ville loin de chez nous. Non! On veut savoir ce qui se passe chez nous, des affaires qui nous intéressent, les enjeux locaux. Tu sais, la télévision communautaire autonome, ben, ça parle de nos vrais gens, de nos vraies nouvelles. C'est pour ça que faites comme moi, regardez cette télé-là, c'est là que ça se passe. Oh que oui! On va se revoir, mon chum. C'est comme rien. On va toujours chercher à comprendre ce qu'on est sans trop savoir ce qu'on était. La mèche courte puis la mémoire tranquille. Mais toujours le cœur sur la main, peu importe l'orage, peu importe le chemin. Le patois dans le tapis, le joual entre deux chaises. La peur pas très loin dans une chaloupe en train de se tâter de l'audace. Travailleuse, acharnée, cueilleur de rêves puis d'épinettes. La chaise qui berce au coin de la fenêtre trop souvent comme parure. Grand-mère est plus là. Grand-mère est partie. Grand-mère s'endort dans un lit qui est pas le sien. On s'est trompé, mon chum. On s'est tellement trompé. Mais on se retrousse les manches. On se regarde dans le miroir, on se dit tout haut ce qu'on s'est trop dit tout bas. On s'appelle Léo, Joanne, Réal, Mélanie. On s'appelle Susanna, Marc, Diego, Sergueï, Suzy. On regarde du même bord du quai quand le soleil se couche. Les couleurs changent, mais pas les yeux. On est fait de la même trempe, du même patelin universel. C'est pas d'où t'arrives qui compte, c'est d'où tu pars. Pourquoi on se refait pas une beauté, mon chum? En mettant le territoire de l'avant, en faisant la terre notre priorité, puis la candeur au centre de nos intentions. C'est-tu si grave que ça, fucker le chien avec le progrès? Souffler un peu dans le sens du vent? Pourquoi on s'en regarde pas avec nos yeux de forêt puis nos cœurs de fleuve? On va se revoir, mon chum. On va tellement se revoir. Ouvre la porte de la shed. On va se faire ça à bonne franquette, dans le rouge de nos veines, dans le multicolore de nos peaux de couleuvre. Fait peut-être juste commencer. Ça fait peut-être juste recommencer. On va se revoir, mon chum. C'est comme rien. C'est comme les étoiles qui partent jamais. Faut juste réapprendre à regarder en haut, à lever la tête une fois de temps en temps.
Il y a d'autres histoires à raconter, d'autres roches à soulever, d'autres montagnes à gravir, d'autres beaux mots à se dire. Entends-tu les courir? Entends-tu le merle bleu de l'Est s'égosiller au loin? Entends-tu les kids s'amuser à nouveau dans le parc? Vois-tu le bébé renard traverser le chemin en pleine nuit? C'est pas une pause qu'on vit, mon chum. C'est juste la vie qui nous donne un sursis. Ramasse les œufs. Fais du pain. Fais du bien. Serrons-nous d'un bras, mon chum. Ne disons rien. Tout a été dit. Ne disons rien. Tout a été dit. Tout a été dit. Tout a été dit. Continuons. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Pourquoi je regarde la TVCBF? Parce qu'on nous parle de la culture et l'identité des Bois-Francs. Par segment de 15 ou 30 minutes. Parce qu'on nous parle de Victo, de Warwick et même Notre-Dame-de-Ham. Et pour les émissions, je peux les regarder en ligne. Au moment qui me convienne le mieux. La TVCBF, c'est une télévision en constante évolution. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Et par nous. Mardi soir, 19h. Plus de 1500 $ à gagner. Télébingo, rien d'autre.